Bonjour à tous, ou plutôt hello everybody, since je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de la préparation de l'IELTS, qui signifie International English Language Testing System. C'est un nom un petit peu pompeux pour dire qu'on va tester votre niveau d'anglais. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous savez déjà ce qu'est l'IELTS. On va dire je crois qu'il y a 3 grands tests d'anglais qui sont reconnus à l'international par les universités et par le monde professionnel. Il y a le TOEFL qui est plutôt américain je crois, l'IELTS qui est le test du British Council et le troisième, c'est le TOEIC. Encore une fois, je connais moins les spécificités puisque dans ma vie j'ai passé le TOEFL une fois. D'ailleurs c'était en 2015, j'étais en terminale et il y avait très peu d'élèves qui passaient des tests d'anglais à cette période. C'est juste que moi je voulais je voulais postuler pour un diplôme à la Sorbonne où il fallait voilà, ce diplôme-ci. Et donc je me souviens que c'était un samedi matin et j'avais prévenu mon prof de physique-chimie de l'époque que je serais absente pour raison de test officiel. Il m'avait dit mais c'est quoi TOEFL, enfin il croyait que je me moquais d'elle alors que pas du tout. D'ailleurs ça m'a pas tellement servi ce test puisque finalement je me suis orientée autrement en classe prépa. Et donc après cette prépa, je suis rentrée en école de commerce et j'ai passé l'IELTS, cette fois-ci pour les universités partenaires. Et pourquoi j'ai passé ces tests 3 fois? Il faut savoir que c'est des tests dont la durée de validité est de 2 ans. Ça veut pas dire qu'ils sont plus du tout reconnus ou quoi, mais si quelqu'un vous demande le test officiellement, au bout de 2 ans il est expiré. Et c'est ce qui va se passer pour moi si je demande un échange l'année prochaine. Donc je le repasse en ce moment. Et Dieu merci, ces examens sont maintenus malgré le confinement, parce que voilà, c'est des examens officiels. Donc si vous avez besoin de passer un test pour postuler à un échange à l'étranger, pour un job en particulier, renseignez-vous sur le test qui sera le plus approprié, qu'est-ce qu'attend soit l'université soit l'entreprise, ou alors voilà, selon les spécificités de chaque test, lequel vous semble à vous le plus à même de répondre aux attentes. Et sachez que j'ai découvert hier, en ouvrant mes mails, que je m'étais inscrite, enfin je me souvenais que je m'étais inscrite mais j'avais pas réalisé à quel point ça s'approchait vite, parce que ça aussi c'est un truc que je veux vous dire, les dates partent très vite et il n'y en a pas tant que ça. Il y a certaines sessions qui ont plus de place que d'autres, mais ça part tout de même assez vite. C'est un test aussi qui a un certain budget, voilà, entre les examens ça va de 200 à 300 € je crois, en tout cas moi j'ai payé 239 pounds. Donc en euros, voilà, ça doit être encore un petit peu plus pour l'IELTS. That's too bad, because I do love him. Certainly, for his money. No, honestly, it's true. Then what do you want to marry him for? I want to marry him for your money. There. Donc sachez voilà, que c'est un budget, prévoyez-le dans vos dépenses, et aussi prévoyez un petit peu de temps de préparation, pas comme moi, parce que voilà, ça peut, quand on est occupé à d'autres choses, ça peut arriver vite. Et franchement, je suis là aujourd'hui pour vous donner mes 2-3 conseils après avoir passé 2 tests et dans la préparation d'un 3e, parce qu'il y a des manières assez simples, on va dire, d'optimiser son score, et we're here for that today. Le premier conseil que j'aurais m'est venu d'une erreur que j'ai faite la première fois quand j'ai passé le TOEFL. Je ne me suis pas assez entraînée sur des exercices types. Comme c'était le premier test d'anglais que je passais, je me suis dit bon ok, ils vont évaluer mon niveau d'anglais. Le TOEFL, je crois que c'est des notes qui vont jusqu'à 250, enfin il y a des échelles vous savez de score, et voilà, on se donne soit un objectif ou pas d'ailleurs, mais je m'étais dit ok, en fonction de mon niveau d'anglais j'aurai telle ou telle note. Et en fait, j'ai réalisé que si vous vous entraînez vraiment sur les exercices types qui sont attendus, vous pouvez maximiser votre score par rapport au score que vous auriez pu espérer par rapport à votre anglais de base. Et inversement, si vous êtes plutôt bon en anglais mais que vous n'avez aucune idée en arrivant des exercices qu'on va vous demander, là vous risquez de vous faire avoir par le temps, par le format. Comme tout examen, il y a des codes, des attentes, des exigences. Le correcteur espère voir telle ou telle chose, et s'il la voit pas, en fonction de ça, il va vous noter. Je pense qu'ils ont beaucoup de gens à corriger aussi, donc voilà, c'est quand même,
on va dire, très, très réglementé, très standardisé, et c'est normal parce que c'est la logique de ce test-ci, de pouvoir garantir voilà, tel ou tel niveau d'anglais, et en même temps, vous voyez, comme je vous le disais, c'est un peu biaisé, puisque vous pouvez avoir une meilleure note que ne l'aurait permis votre anglais, simplement parce que vous vous êtes bien entraîné, et franchement, tant mieux, parce que ça récompense le travail qui est bien fait. Donc voilà, pour s'entraîner, vous avez des milliards de bouquins, qui ont construit tout un business autour de la préparation du TOEFL, de l'IELTS et compagnie. Si vous voulez vous y mettre à fond, vous pouvez très bien les acheter. Je pense pas que ce soit nécessaire, puisque sur les sites, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez réglé votre examen, vous avez accès à une assez grande base de données qui vous aide à préparer l'examen, qui vous renseigne sur le format des épreuves. Alors je crois que dans tous les tests, il y a la partie reading, listening, writing et speaking. Donc vous aurez compris. Et dans chacune de ces parties, il y a des exercices qui vont croissant en niveau de difficulté. Et ça aussi, c'est une autre chose qui peut être bonne à savoir, c'est que en soi, vous ne pouvez pas rater ces tests-là, parce que c'est pas vous avez moins que la moyenne ou plus que la moyenne, et vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est quelque chose de progressif, c'est voilà, un continuum du score. Et les premières questions dans chacune des séries écrites et orales sont simples, il y a beaucoup de gens qui savent y répondre, et la difficulté va croissante, et donc quand vous arrivez aux dernières questions, si vous ne savez pas répondre, franchement ne paniquez pas, parce que ça veut dire que vraiment vous êtes arrivé au maximum des connaissances et compétences qu'on peut tester. Donc franchement, si vous n'arrivez pas à répondre à la fin, ne vous angoissez pas pour la suite du test, c'est-à-dire les parties orales et compagnie, puisque vous allez repartir à nouveau d'un niveau de départ qui est assez simple, et ça va aller crescendo encore une fois. Vous avez compris la logique, mais voilà, tout ça pour dire que franchement, chaque question gagnée à laquelle vous pensez avoir bien répondu, c'est bonus, enfin c'est bonus, ça dépend. Si vous avez besoin d'avoir un score de 8 à l'IELTS, ne vous angoissez pas en vous disant je ne l'aurai pas, parce que vous l'aurez, vous aurez une note qui sera celle qu'elle est, mais c'est un test que vous pouvez repasser à l'infini, c'est merveilleux, vous pouvez dépenser votre argent et votre énergie à l'infini pour avoir better and better grades year after year. Deuxième conseil que j'avais noté, c'est de vous concentrer, encore une fois, on part de l'exercice, vous concentrer davantage sur l'exercice et la forme attendue que sur le sujet. Ça aussi, c'est peut-être une erreur que j'ai faite lors de mon premier examen. En tout cas, vous allez le voir si vous vous entraînez sur les sites en ligne des tests ou dans des livres qui ont des exercices types, vous allez voir qu'il y a des sujets très variés, et il n'est pas question de se dire j'aimerais plutôt tomber sur tel ou tel sujet, comme ça peut être le cas, je sais pas, au bac de français, bien sûr vous avez des textes avec lesquels vous avez des affinités, mais là franchement c'est un sujet que vous allez traiter pendant quoi, 20 lignes ou alors 5 minutes de parole, donc franchement c'est pas le sujet de votre vie, c'est pas grave, il n'y a pas de sujet plus difficile que d'autres, peut-être qu'il y en a voilà, où spontanément vous auriez plus de choses à dire, parfois ça peut être sur la politique, sur la nature, sur une découverte scientifique, ça peut être vraiment sur tout n'importe quoi, sur les activités sportives des enfants. Vraiment il y a des choses très très variées, et c'est un peu le but aussi, c'est de voir comment vous arrivez à réagir à n'importe quel type de sujet, et vraiment concentrez-vous sur la structure. Faites abstraction, il faut pas faire du hors-sujet, parce que sinon vous allez avoir une très mauvaise note, parce qu'on va penser que vous n'avez pas compris la question, ce qui fait quand même partie de l'évaluation, mais à partir du moment où vous avez compris le sujet, traitez-le de la manière que vous voulez, dans le contenu en tout cas. À partir du moment où vous avez de la structure, que ce soit en écrit ou en oral, et ça c'est comme en français, l'important c'est d'avoir un discours structuré. À partir du moment où voilà, vous avez what the fuck. À partir du moment où vous faites une petite introduction en parlant du sujet, ce que vous allez développer, ensuite 1, 2, 3 idées max et une petite conclusion qui résume le tout et qui ouvre, pourquoi pas, je pense que ça c'est des exos très types que tout le monde a appris à l'école. Ne vous bilez pas. Je n'utilise jamais ce mot dans ma vie, se biler, mais ne vous faites pas de soucis, ne vous angoissez pas sur ce que vous allez dire à l'intérieur. Encore une fois, dans les livres ou si vous regardez des vidéos YouTube de conseils, comme la mienne ou comme d'autres qui sont faites par des professionnels, des organismes qui font passer ces tests, vous allez voir que parfois on peut vous conseiller de défendre le pour et le contre, donc de vous faire l'avocat du diable. Il y a des structures très simples qui marchent bien, que vous pouvez appliquer, et franchement ne vous prenez pas la tête à essayer de faire le meilleur plan de dissertation possible, ne faites pas ça, ce serait une erreur. Prenez le sujet, répondez-y,
de la manière que vous voulez, mais de manière structurée. Is that clear? Ah oui, pardon. Ok, c'est fun ici on dirait. Et la dernière erreur que j'ai notée, que je vous conseille de ne pas faire, c'est de regarder où en sont les autres. Ça aussi c'est une erreur que j'ai faite pour mon premier test. Je pense pas que ça m'ait pénalisé tant que ça, mais c'est un peu stressant et franchement vous avez mieux à faire, vous concentrer sur votre propre épreuve par exemple, que d'essayer de comparer, surtout en termes de temps, où en sont les autres. Je me souviens que voilà, on était sur des ordinateurs et bien sûr on n'est pas censé, c'était pas pour tricher, mais je me disais, oh, je sais pas où j'en suis dans le temps, est-ce que c'est normal que j'ai répondu à 10 questions sur 50 Alors bien sûr il faut avoir votre montre, c'est hyper important, je pense qu'il y a l'heure toujours affichée dans la salle, mais ça vous permet quand même de garder un œil sans sortir trop de votre bulle. Donc surveillez le temps. Mon ressenti à moi c'est que vraiment la partie reading, listening, voilà les deux premières parties vous avez le temps. Alors listening c'est un peu particulier, mais on va dire que pour la partie reading vous avez vraiment le temps. Donc prenez le temps de bien lire, ne vous stressez pas trop, mais encore une fois je pense que c'est en s'entraînant qu'on se rend compte aussi de la marge de manœuvre qu'on a, parce que bien sûr chacun est différent, évidemment, j'ai pas la prétention de dire que mon expérience et mon ressenti sera celle de tout le monde. Ensuite pour la partie listening, c'est une partie qui est assez variée parce que vous pouvez avoir des morceaux très différents en termes de durée, en termes de contenu, en termes de tonalité qui va être adoptée par les gens qui parlent dans le morceau. Et encore une fois c'est pour tester les différents niveaux des différentes personnes qui passent le test. Mais au départ vous allez avoir on va dire des phrases isolées, une ou deux phrases, et c'est assez automatique, vous savez répondre ou vous savez pas répondre, mais vraiment concentrez-vous sur chacun des morceaux. Et s'il y a un truc que vous n'avez pas compris dans un morceau et que vous savez qu'il ne sera pas répété, je pense que la plus grosse erreur à faire, on est tous tentés de la faire et on l'a tous peut-être fait jusqu'à ce qu'on apprenne, c'est de se dire mon dieu mais qu'est-ce qu'il a dit, attends, est-ce que je peux pas m'en rappeler? Et en fait on est tellement concentré sur ce qu'on vient de rater qu'on rate la phrase d'après puisqu'on n'est pas dans l'attention. Donc ça vraiment c'est idiot quoi, perdre des points pour ça alors qu'il suffit de faire table rase des secondes qui viennent de passer et se dire ok j'ai pas compris, j'ai pas entendu, fuck it, non pas fuck it, c'est terrible, j'ai pas de synonyme pour fuck, il va falloir que je bosse un peu mon anglais avant de retourner passer le test. C'est pas grave, vous vous rattrapez sur les autres phrases ou pas, mais l'important c'est d'être vraiment concentré sur ce qui se passe dans le moment présent et finalement c'est une leçon de vie, isn't it? Et listening, je pense que c'est pas mal aussi de s'entraîner, notamment sur la partie où il y a des écoutes plus longues, puisque vous allez avoir par exemple des conversations entre un professeur d'université et un élève. Alors bien sûr il faut comprendre le sujet, mais vous allez avoir des questions, on va dire que dans les questions un peu plus compliquées, il y a des choses qui paraphrasent beaucoup ce qui a été dit. Il y a aussi des textes à trous que vous allez devoir compléter, pas forcément avec le mot exact, mais avec l'idée qui a été donnée à ce moment-là. C'est des extraits qui sont assez courts pour, je pense, être mémorisés dans le temps, dans la minute qui suit où vous devez compléter les textes, les graphes, ce genre de choses. Moi je sais que je prends des notes lors de ces passages, notamment quand je me dis tiens peut-être que c'est une information un peu clé, vous voyez, où je me dis peut-être qu'ils vont me poser une question là-dessus, mais le risque avec le fait de prendre des notes, c'est que comme pour la partie listening, le temps qu'on écrive la phrase d'avant, on manque celle d'après. Donc ça je pense qu'aussi c'est assez personnel, c'est à vous de voir comment vous gérez. Est-ce que vous êtes plus rassuré, est-ce que vous y arrivez mieux si vous notez 2-3 trucs mais vraiment très rapidement, ou est-ce que vraiment vous préférez être concentré sur le passage et essayer de vous souvenir de ce qu'on vous demandera après. Encore une fois c'est pas une épreuve de mémoire, c'est une épreuve de compréhension, donc je pense qu'à la fin j'avais même arrêté de prendre des notes. Et il y a des choses qui sont assez intéressantes d'ailleurs, parce que parfois vous devez compléter des graphes, des trucs avec des infos qui ont été données sous forme parlée, et donc en fait c'est intéressant de transformer des infos qu'on entend et de devoir les retransmettre sous une autre forme, et c'est aussi ça qu'on teste, l'agilité entre les différentes formes parler, écrit, etc. d'une langue, parce que c'est ce qui montre aussi que vous êtes à l'aise dans ces différentes dimensions. Et pour revenir sur le temps, qui était le conseil de départ dont je voulais vous parler, je pense que la partie la plus tricky, c'est la partie writing. En tout cas, c'est celle qui, moi, m'a le plus mise en difficulté, là où j'ai été le
plus prise par le temps. Je pense que c'est aussi une forme de perfectionnisme sur le reading, sur le listening, on peut pas, voilà, c'est des cases à cocher donc ça va vite, vous savez pas. Alors que sur le writing, vous pouvez toujours trouver voilà, une formulation un peu plus stylax, un peu plus idiomatique, vous pouvez toujours voilà, mieux faire, mais encore une fois, on n'est pas là pour be the Queen Elizabeth, qui d'ailleurs ne parle pas l'anglais de la population anglaise en général. On est là pour montrer que on maîtrise la langue, un minimum, qu'on sait s'exprimer de manière claire à l'écrit. Franchement, le goal number one, c'est que l'examinateur comprenne ce que vous écrivez. C'est pas d'avoir les formulations les plus poétiques qu'on ait jamais trouvées. Il vaut mieux s'exprimer de manière claire avec des phrases courtes et utiliser des synonymes qui n'ont pas besoin d'être encore une fois ouf et hyper recherchés. C'est des petits synonymes par-ci par-là, c'est pas compliqué. Je pense que vous les connaissez tous sans même forcément le savoir. Autre erreur, c'est pas forcément la peine de lire des listes de vocabulaire et d'expressions idiomatiques dans les jours qui précèdent le test, parce que franchement, c'est pas ces expressions et ces mots-là que vous allez retenir. Vraiment, ayez confiance en le bagage que vous avez déjà dans votre panel de vocabulaire, d'expérience. Il y a sûrement énormément de choses, sans même que vous en ayez conscience, qui peuvent vous servir à monter vos notes. Donc ayez confiance, respirez. Franchement, je pense que c'est en restant calme qu'on peut avoir le meilleur score possible pour chacun d'entre nous. Plutôt que voilà, de s'éparpiller en se disant mais si là je pourrais rajouter un truc, etc. Ça, encore une fois, ça vaut pour tout, mais surtout quand on s'exprime dans une langue qui n'est pas notre langue natale, il faut rester calme, s'exprimer de manière claire, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais répéter ce que je viens de dire, et je pense que vous avez compris, parce que vous parlez tous très bien français, et j'espère que moi aussi suffisamment pour m'être faite comprise. Visiblement non. Bon, ensuite, je pourrais vous donner des conseils peut-être un peu plus relous, mais qui moi, me tiennent à cœur, parce que je vous disais au début que c'est facile de monter sa note en s'entraînant sur des exotypes, mais évidemment, si vous avez un anglais solide derrière, vous aurez déjà plus confiance en vous, et bon, il n'y a pas de miracle, hein. Mieux on parle une langue, plus ça s'entend. Pour solidifier cette langue-là, je pense que d'abord il faut y prendre du plaisir pour le pratiquer le plus souvent possible, ou c'est vraiment sur du long terme en fait que ça se construit. Et pour ça, j'ai des conseils voilà, très classiques, mais pour moi qui ont fonctionné, c'est vraiment de commencer à lire en anglais. Lire, je pense que c'est facile parce qu'on n'est que face à soi-même. Pareil, parler à voix haute, même quand on est tout seul. Moi je l'ai fait des années dans ma douche et je peux vous dire que ça m'a bien aidé. Travailler votre accent, travailler des structures que vous avez entendues, apprises. Vous êtes seul avec vous-même, nobody's gonna judge you, et vous n'avez pas intérêt à vous juger vous-même parce que c'est la meilleure manière de s'empêcher de progresser soi-même et c'est trop dommage. Donc vraiment, lisez des trucs qui vous plaisent, mais alors les trucs les plus stupides hein, si vous voulez. Moi j'ai commencé avec des grands galops en anglais, après j'ai un peu level up, tu vois, juste pour mon ego et tout, mais il y a des livres qui sont trop bien, et en fait ça devient vraiment un plaisir. Au début c'est un petit peu pénible parce qu'il y a plein de mots qu'on comprend pas, et c'est frustrant, franchement c'est frustrant de lire un truc, on n'y prend pas de plaisir, on comprend pas, mais il y a des éditions, vous savez, moi j'ai commencé avec ça. C'est les livres bilingues, je pense qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui les font, mais en gros vous avez la page en anglais et à côté la page en français. Ils traduisent pas forcément tout, mais ils prennent les expressions un petit peu intéressantes. Et j'ai commencé avec ça, mais je peux vous dire que j'ai pas continué très longtemps parce qu'en fait je trouvais ça chiant. Ok, il y a la traduction donc tu comprends, t'as pas besoin d'aller chercher sur internet ou dans un dico, mais je sais pas, en fait on s'interrompt tout le temps dans la lecture pour regarder à gauche, à droite. Donc moi ça me convenait pas tant que ça, finalement j'ai préféré lire des livres que j'avais déjà lus en français il y a longtemps et de passer en anglais et de pas tout comprendre au début, mais d'être assez motivée pour comprendre l'histoire, pour passer au-delà de ça. Donc vraiment trouver les choses qui vous plaisent à vous, et ensuite les classiques aussi, voilà il y a des tout petits livres qui restent quand même des classiques, là c'est le vieil homme et la mère de Hemingway, encore une fois c'est des choses qui se lisent facilement, vous pouvez annoter les livres. Il y a des classiques aussi comme ceux de Jane Austen, et franchement ne vous auto-censurez pas, car c'est pas... Franchement c'est plutôt accessible, hein. Il y a des classiques qui sont plus que d'autres. Là j'ai commencé Moby Dick, it is not accessible, Moby Dick is very hard, mais Jane Austen, franchement c'est cool, on y prend du plaisir aussi. Quand il y a des films qui ont été adaptés, c'est encore plus chouette je trouve de lire les éditions originales. Voilà, j'avais aussi commencé dans mes premiers livres en anglais par War Horse de Michael Morpurgo, qui a aussi été adapté en film et qui est assez court. Encore une fois, c'est de la littérature de jeunesse, je crois.
Désolée si le setup a un peu changé, notamment la lumière, il fait hyper sombre et j'aime pas du tout ça, mais l'automne, toi-même tu sais, it's fall baby. Donc on va faire avec. Je vous parlais des livres voilà, que j'ai apprécié lire et qui m'ont aidé à progresser. Je vous parlais de Michael Morpurgo, enfin c'est l'auteur, et son livre War Horse. Il en a écrit d'autres voilà, qui s'adressent plutôt à la jeunesse mais qu'on peut très bien lire en étant adulte. La preuve, ils ont été adaptés en film comédie musicale pour le grand public et ils ont eu beaucoup de succès. Et ensuite il y a des livres, alors là aussi ça peut être intéressant, je vous en parle parce que c'est des livres plus business, voilà là c'est un parmi tant d'autres, mais ça peut être intéressant d'avoir des lectures un peu plus business parce que souvent le vocabulaire est assez simple aussi, parce que ça s'adresse à beaucoup de monde et pas des assidus de littérature forcément, donc il faut que les concepts soient accessibles et on n'est pas là voilà, pour faire de la littérature et de la poésie, donc ça peut être pas mal et surtout ça vous familiarise aussi avec des termes de business, des expressions, même des concepts, des idées, je trouve que c'est pas mal, c'est assez global pour rentrer dans cet univers là, et dans les tests souvent vous avez des parties qui sont axées un peu plus monde de l'entreprise et compagnie, surtout pour le TOEIC j'imagine. Et ensuite, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, si vous éprouvez un amour de la langue, il y a des choses très très chouettes aussi qui se font sur la grammaire. Ça peut avoir l'air très barbant comme ça, mais ça ne l'est pas parce que, en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'ai lu Where Is It? The Economist, qui est un hebdomadaire britannique de très bonne qualité, je trouve. C'est pas trop orienté politiquement, c'est quand même libéral, hein, mais ils disent des trucs pas idiots. Et puis ils sont très axés droits de l'homme aussi, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous recommande The Economist. Après, il faut dire que c'est pas le plus facile. J'avais beaucoup d'extraits de The Economist pour mes cols d'anglais lorsque j'étais en prépa, et je trouve que parmi les journaux qui nous étaient proposés, je sais plus ce qu'on avait aussi, le New York Times, truc Sunday là, c'est pas Bloody Sunday, ça c'est une chanson. Bon bref, il y a d'autres journaux et je trouve que c'est pas forcément le plus simple, mais alors en termes d'expression, it's a bomb, c'est une bombe baby, c'est vraiment, voilà, ils arrivent à faire de l'actualité tout en faisant de l'anglais de haut niveau. Ça veut pas dire qu'on comprend pas du tout, mais il y a toujours des formulations où on se dit waouh, on peut dire ça de cette manière-là et tout, c'est génial. Et si vraiment vous cherchez à progresser pour écrire comme un journaliste de The Economist, je pense qu'il faut déjà avoir fait ses armes. Ils sont peut-être sélectionnés pour ça d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'est assez fort et ça, voilà, même il y a des termes, eux, ils sont très forts en synonymes aussi, ils utilisent beaucoup de synonymes pour un seul et même terme, et voilà, ça aide aussi à diversifier son vocabulaire. Ensuite vous avez des guides de style qui là vont vous aider justement à formuler des phrases d'une manière qui fera bien dans la société anglophone. What else? Ah oui, et puis bien sûr je vous conseille, bon, les films, les séries, ça c'est facile, mais alors vraiment je pense que c'est traître de mettre les sous-titres en français parce que vraiment on est concentré, on n'écoute plus en fait l'anglais quand on lit les sous-titres en français, donc encore une fois c'est comme pour les livres, il vaut mieux pas tout comprendre au début et accepter un peu cette frustration, mais continuer, keep going, parce que vraiment ça paye et je pense que c'est vraiment la meilleure manière de progresser plutôt que des sous-titres en français. Et les vidéos YouTube, ça franchement, je peux dire merci à toutes les youtubeuses beauté américaines et anglaises qui m'ont aidé à progresser parce que je pense qu'elles ont fait une partie du boulot. Voilà, bon là c'est pas la peine que je vous les cite, franchement vous en connaissez sûrement plein et c'est facile à trouver, mais voilà, j'ai mes youtubeuses de cœur. Et en plus ce qui est trop chouette, c'est qu'on peut vraiment diversifier les accents et voir des accents hyper authentiques. Allez, je vous en cite quand même une qui est australienne. C'est Shankso, son nom, je vous mettrai le nom de sa chaîne, et franchement en termes d'accent, mais j'adore, et puis l'accent british, et puis pour les américains, chacun a ses affinités, chacun aime voilà, les accents qui lui parlent, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, vidéo YouTube, séries, films, livres, et parlez-vous à vous-même dans la douche, ou dans la rue, peu importe, because who cares. Voilà, c'est tout pour mes conseils, je pense que cette vidéo, je veux même pas regarder combien de temps elle fait parce que ça va être compliqué, mais j'espère qu'elle aura quand même pu vous aider. Et puis je vous tiens peut-être au courant pour mon test l'IELTS de vendredi prochain pour voir si en auto-appliquant mes conseils j'arrive à avoir un meilleur score que la dernière fois, ou bah j'avais eu 8,5 au global, si ça peut vous intéresser. Il y a 4 notes qui donnent une moyenne et voilà.
Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas touché mes cheveux. Retour de l'insupportable. Allez, ciao, prenez soin de vous. Je vous ai expédié là. Non, vraiment, prenez soin de vous, c'est important. Ah, et puis j'ai oublié le conseil le plus important pour progresser, buvez du thé à l'anglaise. Je vous jure, ça fonctionne. De préférence du Earl Grey ou du English Breakfast. Et si vous souhaitez un petit accent écossais des familles pour saupoudrer le tout, mangez des shortbread. Because it's so yummy. Cheers.